Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour Tristan. Bonjour Catherine. Bonjour Christophe et puis bonjour Alexandre. Alors, qui est là? Vous n'êtes pas encore tous présents. On va patienter quelques minutes comme j'ai coutume de le faire pour que tout le monde arrive. Mais pas trop longtemps parce que vous vous rappelez, comme la semaine dernière, hein, ce format est un peu différent de ceux qu'on a l'habitude de proposer. Un format plus court de 30 minutes. C'est une série. Ceux qui étaient là la semaine dernière, donc rebonjour. Content de vous revoir plutôt. Et puis les autres, bah écoutez, ravi que vous soyez joints à nous. Et puis j'espère qu'on vous retrouvera la semaine prochaine et la semaine suivante pour nos deux derniers épisodes de cette série qui s'appelle Closé en LMNP. Donc pourquoi cette série? Parce que on croit dur comme fer chez Gripty et je pense que vous le savez, hein, pour les vieux de la vieille qui nous suivent, ça fait 2 ans, même plus de 2 ans, depuis 2020, qu'on organise régulièrement des masterclass sur des sujets autres que la loi Pinel, parce qu'on voyait bien qu'il y avait un besoin d'aller fouiller d'autres dispositifs. Et donc là, ça devient désormais indispensable, hein, je pense que vous avez tous compris, de se former cette année pour l'année prochaine à d'autres dispositifs que la loi Pinel qui se termine à la fin de l'année. Et pour cette série, j'ai convié un groupe que vous connaissez tous très bien par cœur, probablement encore mieux que Gridkey, le groupe Consulting, bien plus ancien. Et puis l'un de ses plus grands représentants, Alexandre, oui, carrément, je te présente comme ça, moi, Alexandre, et qui va, eh bien comme la semaine dernière, vous parler du LMNP. Alors la semaine dernière, on s'est concentré sur le dispositif et les mécanismes de ce dispositif en général. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet de la résidence étudiante. On a décidé de se focaliser sur un segment. La semaine prochaine, d'ailleurs, on fera le senior. Mais cette semaine, on se base sur le segment de l'étudiant et on va regarder un petit peu à qui ça convient, que représente ce marché, sur quel sous-jacent il s'appuie, quels sont un petit peu les éléments qui nous font dire que c'est un marché porteur. Et puis, vous allez pouvoir en profiter pour poser toutes vos questions, vos objections, tous les sujets que vous pouvez rencontrer vous-même ou les questions que peuvent se poser vos clients. Donc, il ne faudra pas hésiter à utiliser le chat et les questions pour nous remonter tout ça. Je sais qu'en général, vous êtes très nombreux à travailler le sujet et à vous poser énormément de questions. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour ça. Et sans plus tarder, je vais laisser la main à Alexandre qui va se présenter et commencer la présentation. Et bonjour à tous qui est arrivé entre-temps. Merci Tristan, bonjour à toutes et tous. Pour rebondir sur le propos introductif, oui, différentes sessions qui traitent de la location meublée sous bail commercial, donc en résidence-service. La semaine dernière, effectivement, on a abordé rapidement les rouages de la location meublée, l'intérêt fiscal que cela représente, et puis on a fait un focus rapide sur le bail commercial, avec entre autres une comparaison entre revenus ici de la location meublée et revenus fonciers pour voir effectivement la pertinence des BIC et des amortissements comptables. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au marché étudiant et comme le précisait Tristan, la semaine prochaine, on va s'intéresser au marché du senior. Pourquoi plus spécifiquement ces deux segments de marché? Parce que ce sont les deux segments les plus porteurs depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas pertinents, mais on a volontairement choisi ces deux segments-là. L'objectif étant en une demi-heure de pouvoir rapidement dégrossir ce que sont ces deux marchés. Et aujourd'hui, on va donc s'intéresser au segment de l'étudiant. Tristan, tu peux me confirmer qu'apparaît bien à l'écran? On le voit bien et je te propose de le mettre en diaporama pour que ce soit encore plus gros. C'est ce que je vais faire de suite. Moi, j'ai le panneau de questions sous les yeux, donc je te relais les questions dès qu'elles arrivent au compte-gouttes. Eh bien, avec grand plaisir. J'isole les autres écrans qui, moi, me gênent. Allez, c'est parti. Donc, effectivement, hein, comme le disait Tristan, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et j'espère qu'il n'y aura pas de réponse idiote aux questions pertinentes. Voilà. Alors, je vais revenir sur des basiques, mais qu'est-ce qu'une résidence pour étudiants? Eh bien, on va reprendre
ce qu'est ni plus ni moins qu'un logement meublé dans une résidence-service. Donc, ce sont des résidences qui sont composées de logements qui sont meublés, le mobilier appartenant aux investisseurs, aux propriétaires bailleurs. Et la définition de logement meublé, c'est un logement dans lequel il suffit d'arriver, de poser ses valises et on peut vivre normalement. Donc, ce sont des logements qui sont équipés d'un coin cuisine, d'une kitchenette en l'occurrence dans les studios pour étudiants parce qu'il y a peu de place. Donc, on est sur une kitchenette. Il y a évidemment une literie, oui, un bureau, oui, un kit de vaisselle, évidemment un Wi-Fi dans les résidences pour étudiants pour permettre, eh bien, encore une fois, à ces étudiants d'arriver de chez leurs parents ou d'ailleurs, de poser leurs valises et puis de pouvoir passer plusieurs jours dans la semaine, plusieurs semaines d'affilée, éventuellement plusieurs mois d'affilée, et de vivre tout à fait normalement dans ces résidences. Ça, on est sur les parties privatives, et puis on a des parties communes qui peuvent être détenues soit par les exploitants, soit par les copropriétaires. Nous, au niveau du groupe Consulteam, dans les négociations que nous menons avec les promoteurs et les exploitants, nous faisons en sorte, en général, que les espaces communs soient détenus par les copropriétaires pour ne pas être dépendants de l'exploitant au moment du renouvellement du bail ou en cas de départ de l'exploitant de la résidence. Résidence pour étudiants, bon, assez logiquement, c'est majoritairement constitué de studios à la marge de quelques T2 pour des étudiants qui auraient un peu plus de moyens ou des parents qui ont un petit peu plus de moyens et qui souhaitent octroyer un peu plus de confort à leurs enfants étudiants. Quelques résidences qui voient le jour depuis un an et demi, avec des logements plus vastes pour satisfaire à une tendance qui est celle de la colocation. Donc, on a des T5, voire des logements plus grands, mais ça reste à la marge dans les résidences. C'est un mode d'exploitation sur lequel on n'a pas encore beaucoup de recul. Donc, je ne me prononcerai pas sur sa pertinence à date. On retrouve régulièrement un logement qui est destiné aux gardiens, puisque ce sont des résidences qui, certes, sont sécurisées en termes d'accès, mais régulièrement, on a un logement qui est dédié aux gardiens, un logement qui, d'ailleurs, est souvent la propriété d'ailleurs d'un investisseur. Stationnement pour 2 roues, puisque les résidences sont proches des centres d'enseignement et donc régulièrement, on a des étudiants qui vont en trottinette, en vélo, en moto, ou autres scooters, et à la marge quelques parkings pour voitures. On est évidemment implanté dans des villes où on a la présence de nombreux étudiants. Alors, on connaît évidemment les grandes métropoles. La première à laquelle on pense, c'est la capitale Paris, mais il y a également Nantes, Lyon, Bordeaux et autres. Et puis des communes qui sont peut-être un petit peu moins connues des investisseurs, voire même des CGP, mais qui sont pour autant de grandes villes étudiantes. Et j'ai cité entre autres Nancy, Troyes, Caen, Rouen, mais on peut en citer beaucoup d'autres. L'intérêt, ou en tout cas ce que l'on vise quand dans le groupe on négocie des résidences pour étudiants, c'est la proximité des transports en commun, que ce soit le tramway, que ce soit éventuellement le métro, et en tout cas à minima les bus qui vont permettre de desservir très rapidement les pôles d'enseignement, que ce soit des pôles universitaires ou des écoles spécialisées, mais également qui vont permettre de desservir le centre-ville assez rapidement, puisqu'on sait que les étudiants apprécient pouvoir quitter l'hébergement pour aller passer quelques soirées dans les pôles animés. L'intérêt d'une résidence pour les étudiants, eh bien, c'est que ça leur permet de maîtriser leur budget locatif. En effet, il y a un prix forfaitaire qui est fixé, il y a éventuellement des services additionnels, mais ça permet d'avoir des logements relativement accessibles avec bon nombre de prestations et donc du confort à des prix souvent moindres que du logement traditionnel en copro en résidentiel. Un mode de location qui est relativement flexible, puisqu'en effet les étudiants peuvent louer le logement pour quelques jours s'ils viennent passer des examens, pour quelques semaines s'ils ont des cycles d'études qui leur imposent de changer de site d'enseignement ou qui leur imposent de faire des stages éventuellement à l'étranger. Possibilité de louer pour quelques mois, souvent de début octobre à fin avril, fin mai, de pouvoir reconduire
les contrats de location assez facilement pour s'assurer d'avoir un logement d'une année sur l'autre. Effectivement, un certain nombre de services qui sont inclus dans le loyer ou qui peuvent être optionnels. Je pense oui au Wi-Fi, je pense à l'accès à la laverie, à l'accès à la salle de sport. Comment dirais-je, éventuellement dans certaines résidences un service payant pour le ménage. On sait que c'est pas forcément le fort des étudiants que d'entretenir leur logement. Une sécurisation de l'habitat, je l'évoquais tout à l'heure, effectivement des résidences qui sont accessibles par des badges Vigic, des portails qui sont installés au niveau des accès des parkings. Et ça, c'est un élément aussi de réassurance pour les familles qui voient leurs enfants chéris partir dans ce type de résidence. L'intérêt également, c'est qu'on partage une vie sociale qui est très animée, puisque une résidence pour étudiants, c'est une centaine de logements et plus, donc autant de locataires, autant d'étudiants, avec des âges qui sont assez variés, hein, de 18 à 25, 26 ans, avec des études potentiellement différentes. Donc effectivement, ce sont des lieux d'échange qui sont particulièrement riches et qui permettent aux étudiants de s'éveiller sur la vie et la vie étudiante autre que la leur. Et puis ce sont donc des résidences qui sont entretenues tant s'agissant des étudiants de leur espace de vie privatif, mais également au niveau des communs par l'intendance assurée par une responsable ou un responsable de site. Je veux bien passer à la slide suivante, Tristan, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, tu l'évoquais tout à l'heure, et effectivement, au propos introductif, c'est un marché sur lequel il y a des besoins identifiés. Alors, comme le format est assez court, on ne va pas pouvoir tout expliquer. J'ai volontairement synthétisé le sujet à travers ces quelques éléments. Le nombre d'étudiants en France n'a de cesse d'augmenter pour deux raisons. L'évolution démographique nationale. Alors, quand bien même on entend dire depuis quelque temps qu'on a un taux de natalité qui est en baisse, on sait que pour les 20 prochaines années, on a une population qui augmente, et s'agissant de la population étudiante qui va continuer d'augmenter, et puis on accueille de plus en plus d'étudiants étrangers sur le sol national parce qu'on a des pôles d'enseignement qualifiés d'excellence et donc on attire effectivement une population importante depuis l'Europe, mais bien au-delà des frontières européennes. En quelques chiffres, c'était un peu plus d'1 million d'étudiants. Et quand je dis étudiants, c'est études supérieures au début des années 80. On a franchi le cap des 3 millions en 2023 et ça va être encore un petit peu plus important au titre de la rentrée de septembre 2024. Donc, 3 millions d'étudiants, quand on sait qu'il y a un peu plus de 2 millions d'entre eux qui doivent trouver un logement en dehors du domicile parental, et quand on sait qu'aujourd'hui, on a moins de 200 000 places dans les CROUS et à peine plus de 200 000 en résidence pour étudiants, bah, il y a un calcul qui est rapidement fait, hein, 2 millions de besoins exprimés pour à peine 400 000 réponses dédiées, eh bien, ça veut dire qu'on a grosso modo 1,5 million, 1,6 million étudiants qui doivent trouver des solutions d'hébergement en dehors de ces résidences dédiées, qu'elles soient publiques ou privées. Donc, c'est le résidentiel, ce qui explique qu'on ait des marchés locatifs qui soient extrêmement tendus dans les différentes villes que j'évoquais tout à l'heure, particulièrement pour des petites superficies, ce qui contribue à une raréfaction de l'offre, qui contribue évidemment à un renchérissement continu des niveaux de loyer, et ce qui met clairement en exergue le fait qu'on ait développé de nouvelles offres à travers du co-living et particulièrement de la colocation dans ces villes pour étudiants. On estime qu'aujourd'hui, on a sensiblement une demande sur 5 qui est satisfaite s'agissant des logements pour étudiants, et toutes les résidences qui ouvrent régulièrement tous les ans, eh bien, sont prises d'assaut par les étudiants, et les logements sont tellement rares que régulièrement les résidences, comment dirais-je, sont pré-rempli à hauteur de 50 à 60% d'une année sur l'autre. Je m'explique, c'est quelqu'un qui commence un cursus universitaire, il loue un logement une première année et puis il pré-réserve
son logement pour l'année suivante, ce qui fait que régulièrement, les résidences sont occupées par les mêmes étudiants d'une année sur l'autre, et ce sur plusieurs années. Slide suivant, Tristan. Merci, cher assistant. Bon, alors ça, c'est vraiment à titre informatif. Voilà, ça vient ni plus ni moins que décomposer ce que j'évoquais juste avant. Donc, résidence étudiante et colocation représentent une petite solution en termes de pourcentage en comparaison des besoins exprimés. C'est l'allocation classique à aujourd'hui qui, comment dirais-je, représente le gros du marché, non pas par choix délibéré des candidats locataires, des étudiants, mais simplement par défaut, parce qu'il n'y a pas assez de place, encore une fois, dans les CROUS et dans les résidences privées que sont les résidences pour étudiants. C'est bien qu'on passe, oui, à la slide. Voilà. Alors, pour l'investisseur, quel est l'intérêt d'aller investir dans une résidence pour étudiants? Bien, le premier intérêt, c'est celui qu'on évoquait la semaine dernière quand on parlait du statut du loueur en meublé non professionnel. C'est qu'on bénéficie d'une fiscalité particulièrement avantageuse. On relève des BIC. Qui dit qu'on relève des BIC dit qu'on va pouvoir amortir le mobilier et l'immobilier, en plus de déduire les charges réelles, donc générer un revenu peu ou pas fiscalisé sur du long terme. C'est d'autant plus vrai s'agissant de la résidence pour étudiants, c'est que, au même titre que le senior, qui sont des marchés qui sont particulièrement plébiscités, comme ils le sont énormément, il y a une demande soutenue pour ces actifs. Donc, ce sont les actifs en location meublée qui servent le moins de rendement. Qui dit moins de rendement, bien dit qu'on va pouvoir effectivement, à travers la déduction des charges et les amortissements, gommer très facilement les revenus générés par cette opération. Et aujourd'hui, un investisseur qui fait un prêt pour financer cet investissement en étudiant, il va générer une rente non fiscalisée sur 20 ans et plus, quand on sait effectivement, quand on connaît l'impact fiscal au titre de l'impôt sur le revenu et l'impact des prélèvements sociaux, bien réussir à générer une rente non fiscalisée sur 20 ans et plus, ça présente un réel intérêt. Au-delà de ça, c'est un marché qui est extrêmement lisible, sur lequel on a des besoins extrêmement importants, identifiés. En quelques chiffres, je viens de vous les présenter. On est sur un actif qui est peu dédié. Alors, pourquoi est-ce que je dis peu dédié? Parce qu'en location meublée, on a des actifs qui peuvent être spécifiques. Je pense particulièrement aux EHPAD, aux chambres dites médicalisées, qui n'a d'intérêt que dès lors que c'est exploité en tant que résidence médicalisée. Si toutefois l'exploitant devait partir, eh bien, il apparaît assez difficile de recycler l'actif dans de bonnes conditions. Ici, j'achète un logement, encore une fois, en moyenne 20 mètres carrés, qui est situé dans des grandes métropoles ou des villes moyennes de France, plutôt bien situé, très bien desservi. Donc, si je dois émettre l'hypothèse d'un éventuel départ à terme de l'exploitant, eh bien, je suis propriétaire d'un studio que je pourrais louer très facilement, toujours à un étudiant ou bien à un jeune actif. Qui dit petite superficie de quelques 20 mètres carrés en moyenne, dit petit budget. C'est aussi ce qui explique le succès en termes de commercialisation de ces résidences, c'est qu'on trouve sur le marché du neuf des lots, allez, on va dire à partir de 90 000 € hors taxe. Pourquoi je précise hors taxe? Parce qu'on récupère la TVA dans la majorité des cas. Sur le marché secondaire, on trouve, et j'y reviendrai dans quelques instants, on trouve des lots accessibles à partir de 45 50 000 €. Donc, effectivement, plus l'enveloppe d'investissement est restreinte et plus on ouvre le champ des investisseurs potentiels. C'est une évidence. Un investissement citoyen, oui, c'est répondre à une demande. C'est aussi un investissement social et affectif. Pourquoi? Parce que nous avons été étudiants, la majorité d'entre nous. Les clients investisseurs, vos clients l'ont été, ont des enfants qui le sont, qui ont été confrontés à la problématique. Et donc, effectivement, ça nous parle en tant qu'investisseurs. On sait qu'on a eu des difficultés pour se loger. On sait que nos enfants en ont rencontré ou vont en rencontrer. Et donc, à travers cet investissement, on apporte une réponse, d'où le caractère social de la chose. Et puis, c'est un segment d'exploitation sur lequel on a beaucoup de recul, puisque ça fait des dizaines d'années que ces résidences pour étudiants existent. Et donc, c'est sans doute le segment de marché qu'on arrive le plus facilement à appréhender en termes d'exploitation et en termes de conditions de renouvellement des baux quand ceux-ci sont renouvelés. Et donc,
c'est sans doute le segment sur lequel il y a, entre guillemets, le moins de surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises au demeurant. Et donc, c'est celui qu'on arrive à mieux appréhender dans le temps. Voilà. Alors, l'intérêt, toujours pour l'investisseur, c'est que c'est un actif qui, oui, est peu sensible au cycle économique, parce que les étudiants ne sont pas vraiment concernés, effectivement, par les problèmes de macroéconomie, peu sensible au sujet climatique. Donc, c'est un actif, encore une fois, qui est extrêmement lisible. On a des besoins importants et ces besoins, ils sont sur l'ensemble du territoire. Ils ne sont pas juste localisés sur Paris ou l'Île-de-France. Ils ne sont pas juste localisés en région PACA, mais c'est effectivement un besoin qui est à satisfaire un petit peu partout en France. On a un marché primaire. Alors, quand je dis le marché primaire, c'est le marché de la VFA, le marché du neuf, qui est effectivement très actif. Nombreux sont les promoteurs qui réalisent des résidences pour étudiants un petit peu partout en France. Donc, il y a une offre qui est plurielle, qui permet effectivement à vos investisseurs et à vous-même de trouver des solutions, que ce soit à Nantes, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Rouen, à Nancy ou à Lille. Et puis, on a un marché de l'ancien qui s'est développé depuis une quinzaine d'années, qui présente un intérêt en comparaison du neuf. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'ancien, c'est mieux que le neuf. Ne nous trompons pas. Ce sont des marchés complémentaires, mais depuis une quinzaine d'années, effectivement, le marché de l'ancien est alimenté par des gens qui ont investi il y a quelques années en Censi-Bouvard, qui en sortent, ou des gens qui ont investi en location meublée traditionnelle et qui, pour des raisons diverses et variées, décident de revendre. Et donc, vous avez sur ce marché de l'ancien des actifs qui sont en exploitation. Ça présente un intérêt parce que comme on a des budgets qui sont relativement restreints, eh bien, on a beaucoup d'investisseurs qui se positionnent en apportant 100% de cash et qui donc veulent une rente immédiate. L'avantage, c'est que ces actifs, ils sont exploités. Donc, on reprend le bail commercial du propriétaire vendeur et puis, dès qu'on a acté chez le notaire, on ouvre le compteur des loyers. J'évoquais la notion de budget. Si je dois prendre un exemple, on a actuellement, nous, à la commercialisation, des logements pour étudiants dans Avignon, un bâtiment qui est relativement ancien, qui a fait l'objet de rénovation. C'est un nouveau bail commercial qui vient d'être renouvelé donc, par l'exploitant et on a des budgets. Donc, effectivement, on peut attirer beaucoup d'investisseurs. Sur tout le territoire, 120 ou 150 d'un seul coup dans une même résidence, mais on en a 4, 5 ou 10 éventuellement dans une résidence. Et donc, comment dirais-je, une offre sans doute plus importante que sur le marché du neuf, mais éclatée sur beaucoup plus de résidences et donc beaucoup plus de villes. Laurent nous pose une question. Tristan, si tu veux bien. Ouais, tu m'entends? Tu m'entends? Oui. Ouais. Laurent Oui. nous pose une question Oui. dans le chat. Il demande pourquoi les rentabilités dans le second marché sont systématiquement plus importantes que dans le neuf. Déjà, est-ce que c'est vrai? Alors, qu'est-ce que tu peux en dire? Systématiquement, non. C'est pas systématique que les rendements soient supérieurs dans l'ancien en comparaison du neuf. Comment dirais-je, en économie, le prix est la rencontre de l'offre et de la demande. Et quand je parle de prix, c'est oui le prix de vente de l'actif, mais c'est surtout le rendement qui en découle. Et donc, quand on a une demande soutenue, par exemple sur Lyon, sur Nantes, sur Paris évidemment, sur Bordeaux, eh bien, il nous arrive régulièrement de trouver sur le marché secondaire des actifs avec des niveaux de rendement qui sont moindres que dans le neuf. Alors, quand je dis moindre que dans le neuf, attention, on ne trouve pas forcément du neuf à Lyon, on ne trouve pas forcément du neuf à Bordeaux ou à Nantes. Donc, il faut prendre ces données avec des pincettes. Mais là où je rejoins Laurent, c'est que régulièrement, pour ne pas dire très régulièrement, effectivement, on a des rendements dans l'ancien qui sont supérieurs au marché de la VFA pour des raisons relativement simples. C'est que nous, en tant que structure intermédiaire entre le vendeur et l'acquéreur, on doit intégrer un certain nombre de paramètres. L'un d'entre eux, c'est que sur le marché de l'ancien, on a des frais de notaire qui sont plus importants que sur le marché du neuf. Et cet impact, il n'est pas neutre. Donc, par définition, on doit aller négocier des niveaux de rendement dans l'ancien plus importants pour intégrer cette différence de frais de notaire. Dans l'ancien, on a un actif qui est
en exploitation depuis quelques années. Est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est 15 ans, est-ce que c'est 30 ans, peu importe, mais on est aussi obligé d'intégrer le fait qu'on a un actif qui vieillit et qui sans doute va nécessiter un peu de travaux ou un peu plus de travaux, ce qu'on n'a pas du tout évidemment en VFA, donc on est aussi obligé d'intégrer dans le rendement cette notion de travaux à court, moyen ou long terme. Et ça, c'est valable pour tous les actifs, qu'on soit sur le senior, sur le tourisme, sur le médicalisé. On a des niveaux de rendement qui sont supérieurs en général dans l'ancien en comparaison du neuf. Je passe à la slide suivante. Laurent, si ça a répondu à votre question, dites-le. Du coup, je voulais ponctuer effectivement mon propos de quelques exemples. J'en ai pris 2 en VFA et 2 dans l'ancien. Alors ça, c'est une des offres que l'on trouve chez Consulting Partners. Donc, on est à côté de Strasbourg, à Schiltigheim pour être plus précis. C'est ce que je qualifie d'une offre ancienne génération. Pourquoi je dis ancienne génération? Alors, elle est récente, hein, puisque c'est un programme qu'on a mis à la vente début 2023, qui va être livré cette année. Je dis nouvelle, ancienne génération parce que alors, on est sur un actif assez classique, hein, à partir de 95 000 euros, dans une zone où il y a énormément d'étudiants, tant à Schiltigheim qu'à Strasbourg, résidence qui est bien desservie, puisque effectivement on a un arrêt de bus qui est juste à proximité, qui permet de relier Strasbourg, la gare et les centres d'enseignement. 3,40 de rendement, c'est en ce sens où je parle d'ancienne génération, puisque c'est un produit qui a été négocié avant la hausse des taux. Et donc, effectivement, on a une hausse des taux rapide, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et du 3,40, du 3,30, du 3,50 en étudiant, c'était bien il y a 1 an et demi. C'est plus tout à fait en phase avec la réalité du marché de taux aujourd'hui. Et si je dois faire un parallèle entre produits ancienne génération et produits nouvelle génération, bien passons à l'exemple suivant, Tristan, si tu veux bien. Ouais. On est sur de l'étudiant, on n'est plus à 3,40. Ça, c'est un produit qu'on a négocié l'année dernière chez Consulteam. On n'est plus à 3,40, mais on est à 4,20 et on est à 4,20 pour un produit étudiant en région parisienne, en Ile-de-France, puisque nous sommes à Évry. On voit qu'on a un budget équivalent, 95 000 euros, mais que le rendement, on n'est plus à 3,40, on est à 4,20. Donc, effectivement, on a adapté notre offre, non sans mal. Ça nécessite beaucoup de négociations avec les promoteurs et les exploitants, mais on a une des résidences étudiantes qui aujourd'hui est à la commercialisation en France, tout opérateur confondu, qui sert le plus de rendement pour de l'étudiant. On est en plein milieu des différents pôles d'enseignement, et je pense particulièrement au Génopôle, qui attire de nombreux étudiants de France, mais également de partout dans le monde. On est à 1,2 km ou 1,5 km de la mairie, on est à autant de la gare RERB et du nouveau tramway, la ligne 12 de mémoire, qui a été mise en service il y a quelques semaines. Laurent nous demande si c'est une renta brute ou nette. Alors, c'est une renta brute en étudiant. Alors, en étudiant, de manière générale, tous les opérateurs expriment les rendements en brut et jamais ou presque jamais en net, pour une raison simple, c'est que le rendement brut, c'est le rapport du loyer qui va être versé par l'exploitant en comparaison du prix d'achat hors frais de notaire. Il y a des frais qui vont venir impacter ce rendement, qui sont des frais de copro, de charges de copro non récupérables, qui vont être la taxe foncière, et puis il y a des frais annexes qui peuvent être variables suivant les opérateurs par lesquels vous allez passer. Je pense aux frais comptables, je pense à d'éventuels frais de gestion dans le cadre de property management, et les professionnels n'ont pas tous les mêmes méthodes de calcul s'agissant de ce qui est de déterminer un rendement net. Il y en a qui vont intégrer. Donc, on va calculer en brut, parce que sinon, on risque de comparer les torchons avec des serviettes. Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, voilà. Alors, à côté de ça, alors en étudiant, ça n'existe pas, mais nous avons développé des offres en double net et triple net. Et je pourrais en parler la semaine prochaine s'agissant du segment du senior, et n'hésitez pas, Laurent, à vous connecter, où là, on exprime des rendements nets. Pourquoi? Parce que taxe foncière, par exemple, et ou charges de copro non récupérables et ou
article 606 du Code civil sont assumés par l'exploitant et là, on arrive à exprimer des rendements nets. Mais encore une fois, j'aurais tendance à dire que c'est un abus de langage parce que on n'intègre pas les éventuels frais de property management, les frais comptables qui peuvent varier suivant les sociétés d'expertise comptable. Mais en tout cas, on se rapproche plus de la réalité économique de l'investissement quand on parle en double net et surtout en triple net. Alors Bénédicte nous posait une question en fait que je pense beaucoup d'investisseurs se posent. Elle demande bon, quel est le loyer moyen d'un logement type? On va plutôt raisonner en rendement qu'en loyer parce qu'il y a des variations de budget et donc de loyer et de rendement. Et elle demande car si crédit pour acheter le bien, forcément remboursement, donc le temps que le crédit court, pas de réelle rente nette, donc pas de cash flow. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Est-ce que le cash flow existe dans ce type de résidence? Est-ce que tu as une réponse à cette objection à l'investisseur qui vient te voir en demandant spécifiquement du cash flow parce qu'il a vu des vidéos YouTube ou je ne sais quoi qui parlent de logement, enfin d'investissement immobilier qui leur permettrait de dégager du cash flow dès la première année, par exemple? Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Qu'est-ce que tu leur réponds? J'aurais tendance à dire que nous ne sommes pas magiciens chez Consulteam et de manière générale, je ne connais pas de magicien dans le métier. Donc, aller vendre à un client un cash flow positif en faisant ce type d'opération, c'est sans aucun doute lui mentir dans 98% des cas. Et c'est sans doute ne pas faire une vente propre. Et donc, il ne faut pas se voiler la face avec la remontée des taux que l'on connaît depuis plus d'un an maintenant. Il y a un effort d'épargne sur ce type d'investissement, sauf à avoir un apport relativement conséquent. Donc, c'est épargner pour demain. Donc, il y a des montages financiers qu'il faut envisager avec ses clients sur 12 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, mais c'est se forcer à épargner, effectivement, pour anticiper la retraite, puisque l'allocation meublée, c'est un outil de constitution de revenus complémentaires en prévision de la retraite. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, on a des profils investisseurs qui ont plutôt entre 35 et 45, 50 ans, qui, comment dirais-je, font un effort d'épargne pendant qu'ils sont en activité professionnelle pour anticiper donc ce passage à la retraite. Après, vous allez avoir des efforts qui vont être moindres si vous allez chercher plus de rendement. Pour chercher plus de rendement sur le marché de l'étudiant, il faut plutôt aller sur le marché de l'ancien. Et si vous voulez vous rapprocher d'un effort d'épargne minimaliste, et sans parler de cash flow positif, il faut plutôt aller sur des marchés autres que l'étudiant, il faut plutôt aller chercher du tourisme, voire du médicalisé, et plutôt sur le marché secondaire. On a des offres sur le marché secondaire en médicalisé et en tourisme avec des niveaux de rendement brut, j'entends, de l'ordre de 6,5, 7%. Et donc là, effectivement, vous allez avoir une dette bancaire qui va vous coûter moins cher que ce que vous rapporte l'investissement. Après, est-ce que ça compense l'intégralité de capital plus intérêt? Ça, c'est à voir dans le détail, mais c'est relativement rare. Après, pour rebondir sur la question, on a des niveaux de loyer versés aux propriétaires de manière générale dans les grandes métropoles que sont Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg, des loyers qui oscillent entre 3 000 et 3 600 euros hors taxes versés par l'exploitant aux propriétaires investisseurs. Et pour ce qui est de Île-de-France, je ne vais pas parler de Paris parce qu'on a une offre qui est quasi inexistante dans Paris intramuros, mais en Île-de-France, on a des niveaux de loyer qui vont osciller entre 4 500 et 6 000 euros versés aux investisseurs, mais le ticket d'entrée en général est plus élevé, donc finalement le rapport proportionnel reste le même. Oui, je suis assez d'accord avec la remarque de Laurent. Il y a quasiment systématiquement un effort d'épargne mensuel. C'est ça que les clients vont regarder. Et le tout, c'est de le maîtriser. Et souvent, vous n'avez aucun problème quand on est autour des 100 euros d'effort d'épargne mensuelle. C'est facile de présenter ce projet long terme de gestionnaire bon père de famille dans lequel on investit en vue de la retraite, pas avec un projet de revente à court terme, pas avec l'idée de faire tout de suite des bénéfices, mais l'idée de se générer des revenus sur le long terme
des revenus sécurisés surtout puisqu'ils sont garantis par le gestionnaire. L'intérêt, effectivement, pour rebondir sur le propos, l'intérêt de la résidence-service et donc du bail commercial, c'est qu'il n'y a pas de carence locative, enfin de vacances locatives. Donc, effectivement, l'engagement qui est pris par l'exploitante, c'est de verser un loyer pendant à minima 9 ans dans le cadre du contrat de location. Ça peut être un petit peu plus long que 9 ans, c'est quasiment systématiquement inférieur à 12 ans. Ce sont des baux qui sont renouvelables, donc c'est assez lisible pour un investisseur. En termes de flux de trésorerie, à partir du moment où effectivement vous intégrez bien les paramètres et que vous êtes réglo avec vos clients investisseurs, alors en général, le plan de trésorerie que vous allez présenter, il va être relativement fiable à partir du moment où il y a un crédit à taux fixe et non pas à taux variable, où là, on peut avoir effectivement des fluctuations s'agissant des mouvements financiers, mais autrement, c'est assez lisible. Je souhaitais conclure par 2 exemples dans l'ancien pour faire un petit parallèle. L'un d'entre eux, c'est un programme qui est à Nantes. Donc, on voit qu'on a un niveau de rendement, si on compare au premier sujet que je présentais à Schiltigheim, qui est plus élevé, puisqu'on est à 4,30, légèrement supérieur à l'offre d'Evry, mais pour autant, on est sur le marché de l'ancien, donc on a des frais de notaire à taux plein. Donc, on voit que le 4,30 en comparaison du 4,20, finalement, il n'est pas beaucoup supérieur. Programme dans Nantes. Pour ceux qui connaissent Nantes, on n'est pas très loin du stade de la Beaujoire. On est également proche de l'école vétérinaire et puis de l'école, entre autres, polytechnique. L'intérêt, c'est que c'est une résidence qui est relativement récente, qui a un petit peu plus de 10 ans, pour laquelle l'exploitant d'origine a renouvelé le bail et a procédé à des travaux de rénovation dans les parties privatives et parties communes il y a moins de 2 ans, puisque c'était en 2022. Donc là aussi, produit extrêmement lisible. On est à partir de 75 000 €, donc on voit qu'on a des budgets qui sont plus accessibles qu'en VFA. Je vous rappelle que les 2 produits précédents, on est à partir de 95 000 €. Donc là, une enveloppe d'investissement bien moindre. Grosse métropole française, beaucoup d'étudiants à Nantes. C'est un produit relativement safe, secure, qui va pas, comment dirais-je, vous faire prendre de risques en termes de préconisation vis-à-vis de vos clients. Et puis un dernier exemple, si tu veux bien passer la slide suivante, Tristan. Oui, bien sûr. Merci. Un dernier exemple, et puis après, je me tiendrai à vos dispositions si vous avez encore des questions. Dernier exemple, alors là, on est à Lyon, aussi grosse métropole. C'est un produit qu'on connaît bien parce qu'on l'a commercialisé en VFA dans le groupe il y a une douzaine d'années environ. Oui, enfin, à peine 12 ans. Si, c'est ça, puisqu'elle a été livrée en 2015. C'est une résidence un petit peu particulière dans le sens où elle est hybride. Elle a une partie du bâtiment qui héberge des étudiants et des jeunes actifs et une autre partie du bâtiment qui héberge des personnes qui sont en mobilité professionnelle, ce qui explique qu'à l'écran, vous ayez, entre autres, une photographie d'une chambre avec un lit double et, entre autres, une piscine. C'est parce que ce n'est pas uniquement dédié aux étudiants. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les résidences mobility, où on a effectivement une clientèle multiple, où on mélange, entre guillemets, les genres, ce qui permet aux exploitants d'optimiser le remplissage tout au long de l'année, et ce qui permet aussi d'avoir des ratios d'exploitation qui sont meilleurs que si on est uniquement sur du tourisme d'affaires ou uniquement sur de l'étudiant. Résidence pour étudiants, il faut avoir à l'esprit que 2 mois et demi, 3 mois de l'année, voire 4 mois, suivant les résidences, il n'y a pas de sous-locataire. Donc, il n'y a pas d'optimisation de l'exploitation. Là, quand on est effectivement sur cette classe d'actifs, on loue du 1er janvier au 31 décembre en jouant sur les typologies de clientèle. Et élément notable s'agissant de cette résidence, et ça n'est pas la seule, le bail a été renouvelé l'année dernière avec une hausse de loyer. On entend souvent dire, s'agissant de la location meublée, qu'au moment du renouvellement du bail, il y a des baisses de loyer. C'est une vérité que cela arrive régulièrement. Et au demeurant, ça n'est pas choquant que moyennant un nouvel engagement sur une dizaine d'années, il y a un ajustement des conditions locatives. Là, en l'occurrence, cette résidence, il y a eu une hausse de loyer. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est autour de 3% à l'occasion du renouvellement du bail, ce qui est assez appréciable pour être souligné. En revanche, on constate qu'on n'est pas sur un budget comme à Nantes à partir de 75 000 €, mais on est à partir de 117 000 € parce qu'on a des logements qui sont plus grands. Et encore une fois,
on n'héberge pas que des étudiants, mais également des personnes en mobilité professionnelle. Voilà. S'il y a des questions, parce que moi j'ai terminé là. S'il y a des questions, Super, merci. je suis Merci, à votre Alexandre. disposition. N'hésitez pas, s'il vous reste des points à aborder, on a un petit peu débordé comme d'habitude, mais c'est pas grave. Et aux problèmes techniques. Non, mais il n'y a aucun souci. La semaine prochaine, on fera la même chose, mais sur le senior cette fois-ci. Et le dernier rendez-vous, donc alors je reprends les jeudis. Jeudi 15, c'est sur le senior. Jeudi 22, ce sera notre dernier rendez-vous. Cette fois-ci sur les personas, les techniques de vente, comment mener un entretien, les réponses aux objections. Voilà, on va vraiment rentrer dans le concret du rendez-vous, du rendez-vous de vente en fait d'un LMNP. Merci Bénédicte, merci Catherine. Pas de questions. Bon, bah alors dans ce cas-là, il nous reste à vous souhaiter un bon appétit. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Merci pour votre participation, attention et vos questions. Merci Tristan, et à votre disposition aussi bien chez Gritty que chez Consulting Partners pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre prescription. N'oubliez pas que tout le stock de Consulting est disponible sur le Gritty, sur notre plateforme d'immobilier neuf, dans lequel vous pourrez retrouver plein d'outils d'aide à la vente, de données qui permettent de mettre en valeur les résidences pour préparer votre argumentaire et votre rendez-vous. Et si ça vous intéresse d'avoir une démo, je vous laisse les coordonnées dans le chat et on s'appelle dans l'après-midi quand vous voulez. Voilà, je vous laisse mail et téléphone. Voilà, vous avez tout. N'hésitez pas, je vous souhaite une très bonne journée, très bon appétit et à la semaine prochaine. Merci à toutes et tous. Merci Tristan.